Alors donc, si on regarde les tables qui ont été générées, alors donc la table catégorie avec la structure ID catégorie, description, nom catégorie, le nom de la photo et photo. Regardez, une photo, il est déclaré de quel type? L'enveloppe. Donc ça c'est parfaitement ce qu'il faut pour des images. Alors la table produit correspond bien, voilà, et des produits, description, désignation, photo, prix, quantité, selected, ID, catégorie. Ça, c'est la clé étrangère. Il y a aussi la table client avec La notation qu'on a utilisée pour Hibernate, il l'a même utilisée machine Hibernate. les La validations. validation, il l'a utilisée aussi pour le Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que même au niveau de la gestion, il ajoute le varchar avec la table qu'on vient de voir. Je vais avoir le produit. alors produit. C'est 15 désignations. Oui, on n'avait pas spécifié, mais surtout parce qu'il ajoute en fait, des contraintes, c'est-à-dire même avec les contraintes au niveau base de données. Bon, a priori, il n'y a pas de problème, donc... Eh ouais, attendez, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi vous êtes en décalage? Non, mais... Et oui, mais c'est ce qu'il a dit, mais pourquoi vous voulez répéter la même chose? On n'a pas mis la notation GPA, il a utilisé la notation via la validation pour la GPA. C'est-à-dire GPA, il a utilisé la validation. Donc, c'est-à-dire que plutôt Hibernate, il a bien interprété il a pris cette annotation. Bien sûr, il l'a fait pour la validation, d'accord. Mais il a aussi compris que voilà, la taille maximale c'est 15. Donc, c'est pour cela qu'il utilise varchar 15, mais en plus des contraintes qu'il ajoute au niveau quand il génère le schéma SQL. Alors, une fois que les tables sont générées, donc on va passer maintenant à la partie DAO métier. Donc on va essayer rapidement de faire quelque chose que vous savez déjà faire. L'interface DAO, l'implémentation DAO avec Entity Manager métier. Et après on va tester ces deux couches. Et on espère traiter un cas de notamment la gestion des catégories à la fin. Bien, donc ça c'est on a donc réglé les problèmes, le problème des entités, la configuration. Alors maintenant on va créer le package DAO. On va créer l'interface. Alors on va l'appeler e-boutique DAO. Donc quelles sont les méthodes dont on aura besoin? Alors c'est des méthodes classiques. Alors ils sont résumés là. Donc on aura besoin d'une méthode qui permet d'ajouter une catégorie. Alors en fait quand j'ajoute la catégorie, donc je peux utiliser void, mais ici donc j'ai préféré utiliser je retourne long qui représente le ID catégorie, parce qu'en fait il est auto-increment. J'ai besoin de créer une méthode qui permet de retourner la liste des catégories, une méthode qui permet de consulter une catégorie, supprimer une catégorie, modifier catégorie, donc ça c'est pour la gestion des catégories. Pour les produits, ajouter un produit appartenant à une catégorie. J'ai besoin des listes des produits, j'ai besoin de consulter les produits par mots-clés, consulter les produits par catégorie, d'une catégorie, les produits sélectionnés. J'ai besoin de consulter un produit, supprimer un produit, modifier un produit, ajouter un utilisateur, attribuer un rôle à l'utilisateur, et après enregistrer une commande. Alors ça c'est intéressant parce que quand vous dites enregistrer une commande, tout ce que je connais quoi? Le panier et je connais le client. Donc après avoir saisi les informations sur le client, j'ai déjà le panier qui contient, mais après cette méthode elle va se débrouiller pour en même temps enregistrer le client et tout ça dans une seule transaction. Alors ça c'est les méthodes dont on aura besoin au niveau de l'interface DAO. Alors on va changer le package, donc ça c'est le package DAO. Renommé. On va déplacer vers le package.
On va faire quelques importations des catégories et des produits. Enregistrer. Aussi user, rôle, panier, contrôle espace, client. Ben, sinon, vous mettez étoile. Vous importez, parce qu'en fait, toutes les entités se trouvent dans le package étoile. Alors ça, c'est dans le package entité. Ça, c'est l'interface. L'implémentation, on va l'appeler boutique DAO. Implémentation. Alors, on va implémenter l'interface i boutique DAO. On redéfinit les méthodes. À nouveau, donc, on aura besoin de déclarer un entity manager. Entity manager, EM. Alors, pour faire l'injection, on va utiliser la notation persistance contexte. Et le problème est réglé. Alors, ici, donc, pour ajouter une catégorie, c'est em.persist, C. Et après, on va retourner c.getID catégorie. Alors, pour consulter la liste, on va créer une requête. C'est em.createQuery. Alors, la requête, c'est select C from catégorie C. Et après, on va retourner requête.getResultList. Alors, consulter une catégorie, donc c'est find. Donc, return, c'est em.find. Le type d'objet que je vais charger à partir de la base, c'est catégorie.class. Et id4 comme paramètre. Ensuite, supprimer une catégorie. Il faut la charger et la supprimer. Donc, catégorie, c'est égal em.find. C'est catégorie.class. C'est id catégorie. Et pour supprimer une entité, c'est entitymanager.remove. Alors, on va supposer qu'il existe. Donc, maintenant, après les exceptions, vous pouvez les ajouter. Alors, modifier une catégorie, c'est la méthode. Quelle méthode? Merge. Alors, ajouter un produit, c'est toujours pareil, c'est em.persist, le produit P. Mais le produit, il faut, voilà, on a besoin de lui associer la catégorie. Catégorie C égale em.find, ou tout simplement vous appelez la méthode get catégorie qui est déjà créée. Donc on va lui donner l'ID, il retourne la catégorie, après on va l'associer au produit, P. Cette catégorie C et persiste P, et on va retourner ID produit. La liste des produits, c'est une requête. Donc, select P from la classe produit P. Les produits par mot-clé. C'est toujours pareil avec une condition. Donc, ici, where P. Alors, en fait, qui contient le mot-clé, on peut utiliser donc where P. Non produit. Non. Plutôt point désignation. Like le paramètre X. Or, P. Description. Like le paramètre X. Donc, c'est-à-dire que le mot-clé peut se trouver soit dans la désignation, soit dans
la description. Non, c'est toujours le même paramètre, x. C'est le mot-clé. Parce qu'on a un seul paramètre. Et après, on va remplacer le x par sa valeur. Requête.set paramètre. Donc le paramètre x, il représente le mot-clé. Alors avec un pourcentage avant et un pourcentage après, ça veut dire quelle que soit la position du mot-clé dans la désignation et dans la description. Alors consultez la liste des produits par catégorie. Donc select from produit P, where P.id catégorie. Alors je ne sais pas si il y a un C majuscule ou minuscule dans la classe catégorie, c'est ID catégorie. Oui, tout à fait. Point catégorie, point ID catégorie. Tout à fait. Alors, P, dans le produit, il y a catégorie tout d'abord. Point ID catégorie égale le paramètre X. Et après, on va remplacer X par sa valeur. Requête.set paramètre X ID4. Les produits sélectionnés. Tous les produits P, la condition where P.selected égale true, tout simplement. Donc je vais chercher tous les produits qui sont sélectionnés. Consulter un produit. C'est em.find. Le type c'est produit.classe. Supprimer un produit. Donc j'ai un produit. P égale get produit. Je charge le produit sachant son identifiant et après m.remove P. Est-ce que vous suivez? Mais pourquoi vous parlez trop? Vous avez des questions, vous les posez. Parce que sinon, je ne vois pas comment vous allez suivre alors que vous discutez. Non, allez, posez des questions. D'accord, j'ai compris. Hein. Toi, tu es le porte-parole. À chaque fois, il y a des questions qui se propagent jusqu'à... Qui fait la base de données ne supporte pas booléen? Mais attendez. Alors ici, nous avons déclaré selected de type booléen. Mais la question qu'il faut se poser, il faut poser des questions parce que c'est pas comme ça que vous aurez les réponses. Alors si vous regardez dans le ici, vous voyez donc il a choisi bit. Type bit, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Mais également, on peut utiliser tiny int également. Mais en principe, quand il s'agit d'un booléen, il lui associe par défaut le type bit. Oui. Il représente si le produit est sélectionné ou pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la partie front office, par exemple, dans la page d'accueil, on ne va afficher que les produits qui ont été sélectionnés. L'administrateur, à un moment donné, il va sélectionner quels sont les produits qu'il va mettre dans la page d'accueil. Donc, c'est un attribut qui m'indique quelles sont la sélection. Les produits en promotion, au-delà des choses comme ça. Alors, modifier produit, c'est merge. Ajouter un utilisateur, point virgule. Ouais, mais pourquoi? Vous regardez votre écran, vous travaillez, j'ai quoi dernièrement. Et oui, mais il faut que ça soit dans le même cadre, d'accord? Alors, m.persist u. Alors, c'est quoi ta question? Ils m'ont posé quelle est la différence entre une notification entre edit et update. Entre edit et update? Ben, edit c'est get, éditer. Parce que pour faire update, j'ai edit tout d'abord. Hein? Éditer, c'est retourner. C'est pas? Le formulaire. Tu fais la modification. Quand tu cliques sur le bouton, c'est à ce moment-là que tu fais appel à modifier. Éditer, c'est afficher dans un formulaire les données. C'est-à-dire éditer. Mais update, c'est faire la mise à jour.
Alors, attribuer le rôle. Donc, pour le rôle, donc la même chose. Donc, j'ai besoin de récupérer l'utilisateur. em.find user.class. Donc, user ID. Alors, le rôle, r. Alors, ici, donc, on a, en fait, on n'a pas une association bidirectionnelle, n'est-ce pas? On a fait une collection, donc si vous voulez l'associer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ajouter, c'est-à-dire u.getRole.add r. Alors c'est comme ça que vous pouvez associer c'est-à-dire vous avez maintenant associé ce rôle à cet utilisateur. Et après vous l'enregistrez. m.persistr. Parce que ici donc c'est une association one-to-many mais qui n'est pas bidirectionnelle. Alors, enregistrer la commande, ça c'est un peu particulier. Alors, ça veut dire quoi enregistrer la commande? Enregistrer la commande consiste à enregistrer tout d'abord le client. Donc, em. Alors, em.persist, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut créer une commande. Commande C égale new commande. Alors, on va l'appeler CMD. Je crée une commande. Je définis les informations sur la commande, c'est MD. .set date. La date de commande, c'est quoi? C'est la date système, par exemple. C'est new date. C'est MD. Point. Maintenant, les items. Set. Items, c'est une collection de... Alors, où est-ce que je vais la récupérer? C'est à partir du panier. Donc, avec la méthode getItems. Pas plus simple. Donc, je récupère la liste, je la stocke dans la commande. Et maintenant, je vais enregistrer les items, n'est-ce pas? Pour enregistrer les items, c'est une boucle. Pour chaque ligne de commande, LC de la liste de P get items. Voilà, em.persist. Donc maintenant, c'est list item et les persistants. Je l'ai enregistré dans la table. Et afin, je vais enregistrer la commande, c'est-à-dire em.persist, la commande. Et à la fin, je vais retourner la commande elle-même. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la méthode enregistre commande, il retourne la commande parce qu'on a besoin d'afficher quand même un résumé sur la commande. Comment? Si le client existe déjà, il faut tout d'abord récupérer le client, ensuite Achille l'a tout à l'heure, c'est qu'ici on suppose que quand on veut enregistrer la commande, il y a un nouveau client, d'accord? Des informations. Mais après, en principe, la réalité c'est que si le client existe déjà, il faut tout d'abord le charger pour... tout à fait. Alors voilà donc la partie DAO, on va... Oui? Oui? Get catégorie? Oui? Alors maintenant, on va créer le package métier. Alors pour le package métier, donc je vous rappelle. Alors ça, c'est les entités. Toujours, c'est bien de rappeler. Alors, le cas d'utilisation, nous avons trois types d'utilisateurs. L'internaute, l'administrateur de produits et l'administrateur de catégorie. Voilà le diagramme de classe des entités. On a déjà implémenté, on a fait ça. Alors maintenant, on vient de créer l'interface IDEA, on a créé l'implémentation. Maintenant, on va créer donc l'implémentation métier qui fait appel à la couche DAO via les trois interfaces. Donc, on va séparer les rôles. L'interface internaute, admin produit et admin catégorie. Donc, l'interface internaute dans le package métier. L'interface admin produit
et l'interface et admin catégorie. Alors si vous voulez, on va ajouter, bon, on va la laisser comme ça, et admin catégorie métier. Alors la même chose ici. Rename. Et c'est pareil pour l'internaute et internaute. Couche métier. On va renommer. Alors ça, c'est les trois interfaces. Alors en fait, dans ces interfaces, on va retrouver les mêmes méthodes de la couche DAO, mais cette fois-ci organisées séparément. Alors on va faire juste des copier-coller parce que on a déjà fait ça, on a déjà créé en quelque sorte ces interfaces. Voilà les interfaces. Alors pour l'interface et internaute, on va dire internaute métier. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc à consulter la liste des catégories, consulter, c'est-à-dire un internaute, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut consulter la liste des catégories, consulter une catégorie, consulter la liste des produits, les produits par mots-clés, les produits par catégorie, les produits sélectionnés, consulter un produit, enregistrer une commande. Donc ça c'est l'internaute. Parce que quand on enregistre, on a besoin quand même d'afficher le détail de la commande. Hein? À la fin, on a besoin d'afficher, on va dire, un bon de commande, hein, n'est-ce pas? On a besoin de le numéro de la commande et tout ce qui concerne la commande elle-même. Alors pour l'administrateur de produit, donc on va déjà admin produit hérite de et internaute, c'est-à-dire qu'un administrateur de produit également, il peut utiliser les méthodes qui sont déclarées dans et internaute. En plus, on peut ajouter des produits, supprimer les produits, modifier les produits. Et la même chose, et admin catégorie métier, il hérite de et admin produit. Et en plus, il peut ajouter une catégorie, supprimer la catégorie, modifier catégorie, ajouter un utilisateur et attribuer des rôles à l'utilisateur. Alors ces méthodes-là, en quelque sorte, c'est des méthodes qui existent déjà dans l'interface EDAO. Donc vous allez juste les sélectionner. Alors pour internaute métier, on va garder ces méthodes-là. Alors pour et produit, on aura besoin de 3 méthodes. Alors sauf que c'est une voilà, c'est une interface qui va hériter de internaute métier. Voilà. Et après, admin catégorie, hérite, extend et admin produit. Et en plus, on va lui ajouter la gestion des catégories et des droits d'accès. Voilà. Alors maintenant, on va créer l'implémentation. Ah, c'est pas ça. Bah, au moins, il y a au moins 2 personnes qui... C'est ça. Ah, j'ai pas copié. Copier. Alors là, on est sûr. Voilà. Voilà. Alors on va créer l'implémentation qu'on va appeler, c'est une classe, boutique métier, implémentation. Alors il implémente l'interface admin catégorie, ce qui va nous obliger de redéfinir toutes les méthodes. Il
n'y a pas beaucoup de traitement ici, on va juste faire appel aux méthodes qui se trouvent dans la couche DAO. Donc on aura besoin d'être lié à l'interface i boutique DAO. Donc ça c'est DAO. Et après, comment on va faire l'injection des dépendances via les setters? On aura besoin de générer le set DAO. Sinon, on peut utiliser la notation AutoWired, mais ça nécessite également d'autres annotations. Alors ici, donc, ajouter produit, c'est du classique, DAO.ajouter produit. Alors, ici, c'est DAO.supprimer quoi? Catégorie produit. Produit. Supprimer produit. DAO.modifier produit. À vrai dire, la couche métier, vous pouvez la court-circuiter et vous attaquer directement la couche DAO, parce qu'a priori, il ne sert à rien, n'est-ce pas? Mais, voilà. Mais, exactement. Mais généralement, il n'y a pas qu'uniquement la gestion des exceptions, mais généralement, ce sont deux couches que vous devrez avoir dans un projet. Parce que souvent, la couche métier, il y a toujours une organisation qui est complètement différente de celle qui est dans la couche DAO. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez déjà avec les interfaces. Dans le métier, je définis les règles métier. Alors ici, donc, modifier produit. Ici, on va retourner DAO.list catégorie. Là, c'est DAO.get catégorie. DAO.list produit. DAO.produit par mot-clé. DAO.produit par catégorie. DAO.produit sélectionné. DAO.getProduit. DAO.enregistrer commande. DAO.ajouter catégorie. DAO.supprimer catégorie. DAO.modifier produit catégorie. Ajouter user, add user. Il y a un point virgule qui manque. C'est modifier. Ben ça, c'est des grands problèmes en fait. C'est des petits problèmes, mais qui peuvent modifier, engendrer d'autres problèmes. Alors, ajouter user. Et enfin, c'est pas grave. Si vous ajoutez un point virgule en plus, vous savez, c'est pas une erreur. Alors, DAO.attribuer. Alors, voilà ce qui concerne. Alors, maintenant, il va falloir, l'étape suivante, c'est tester. On va juste faire les tests unitaires. On va revenir toujours à la classe que nous avons créée tout à l'heure pour GUnit test. Alors, les tests, ils sont là. Test GPA. En fait, à vrai dire, si vous voulez tester la couche DAO, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ici, on va tester, par exemple, les catégories. Est-ce que j'arrive à ajouter des catégories, consulter des catégories? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, on aura besoin, une fois que nous avons créé, voilà, nous avons démarré Spring IOC pour lire le fichier Application Context XML. Il est là, applicationcontext.xml. Bah, on a déjà configuré la partie GPA, mais maintenant on aura besoin de créer les bins. Alors, quels sont les bins qu'on va créer? Oui. Alors, il y a bin DAO. On va demander à Spring de créer un bin DAO de la classe boutique DAO implémentation. On va créer également, on va demander à Spring de créer une instance métier.
de la classe, toujours c'est boutique, métier, implémentation. Et après, on va faire l'injection. C'est-à-dire accéder à la propriété DAO et on va lui effectuer la référence DAO. Alors ça c'est... Alors si vous voulez voir, d'ailleurs avec le plugin Spring, si vous voulez voir le graphe d'Ibin, vous les trouverez ici. Alors voilà, en fait, ça c'est ça le contexte de votre application. Vous avez, ça concerne la configuration GPA et ça concerne vos objets applications. Il y a l'objet DAO, l'objet métier, après il y a l'association, oui. Parce qu'il hérite de... Mais monsieur, dans les actions, vous allez utiliser par exemple l'interface de l'admin, l'interface de l'interface. Mais c'est pas... Oui. Non, écoutez, l'implémentation, il est ce qu'elle est. Voilà ton problème, c'est que de toute façon, je veux accéder à l'implémentation. Il y a une seule implémentation, mais je vais l'avoir via des interfaces. Ce contrôleur, il peut accéder à l'implémentation via cette interface. Ce contrôleur-là, il va accéder à l'implémentation via cette interface. Donc, il pourra faire que les opérations qui sont déclarées ici et les opérations au niveau de l'internaute. Internaute contrôleur, il accède à l'application via l'interface. Donc, je suis en train juste de... C'est une implémentation, mais je définis des interfaces. Donc, l'interface Oui. ça demande de gestion de validation. Quelle validation? Validation. Des entités. De Là, mais qu'est-ce que vous voulez valider? Vous voulez faire l'authentification, c'est ça? Oui, mais on a dit qu'on va utiliser Spring Security. Spring Security, c'est un module qui fait déjà l'authentification. Après, on va juste l'utiliser pour... On ne va pas l'intégrer au niveau application. l'interface de catégorie ou l'interface de code. L'interface des catégories. DAO. Tu veux dire, on n'a pas créé une méthode qui permet de charger un utilisateur. Métier. Laquelle? Catégorie. Ajouter un utilisateur, attribuer du rôle. Produit, il peut pas, il n'a pas le droit d'ajouter des utilisateurs. Le rôle, celui qui a le rôle admin produit, on a supposé que dès le départ, il n'a pas le droit de gérer les droits d'accès. Les droits d'accès, on va supposer que soi-disant le super user, ouais, admin catégorie, ouais, le super user, n'est-ce pas? Oui. Oui. Fin? C'est pas 7, il y a une collection. Dans user, il y a une collection de rôles. Il n'est pas bidirectionnel, mais vous pouvez faire une association bidirectionnelle. C'est quoi ton problème? Allez-y, soyez un peu plus précis. Non, j'ai pas comme ça. J'ai pas entendu ce que tu es en train de dire. La classe user, il y a ID user, username, password, activate, mais il y a une collection de rôles. Et dans la classe rôle, nous avons ID rôle, role name. C'est une association qui n'est pas bidirectionnelle. On peut ajouter un attribut de type user, n'est-ce pas? Mais après, vous allez voir que de toute façon, que Spring Security, il ne va même pas utiliser ni la classe role, ni la classe... Parce que Spring Security, là, il a un module qui permet d'attaquer directement la base de données. Parce qu'après, par la suite, vous allez écrire la requête SQL dans laquelle qui va lui permettre de chercher des utilisateurs. Mais ça, c'est au niveau de la configuration de Spring Security. Mais on ne va pas y penser maintenant parce qu'on n'en est pas là. On va travailler tout d'abord la première partie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut tester, c'est ça? Alors pour tester, je reviens vers test GPA,
qu'est-ce que je veux tester? Je veux récupérer, je sais que j'ai l'interface, je suis par exemple un administrateur de catégorie, donc et admin catégorie. Donc ça c'est l'objet métier. Pour récupérer l'objet métier, c'est quoi? C'est on va l'appeler contexte. Donc contexte point getBin. On va lui demander de nous donner un bin qui s'appelle métier. On va faire un sous casting. Ah, oui. Alors donc je récupère une référence vers la couche métier et après je peux tester. Alors pour tester, pour vérifier, comment est-ce que vous pouvez rédiger un test unitaire qui vous indique que par exemple l'ajout d'une catégorie fonctionne ou pas? Alors parce que vous savez que les développeurs généralement ils ont deux problèmes à régler. Le premier problème c'est régler le vrai problème, d'accord? Et le deuxième c'est créer un test unitaire et un test unitaire qui va indiquer si le problème, quand est-ce que je considère que le problème est réglé ou pas. Alors on peut penser à des solutions comme par exemple, vous récupérez la liste des catégories, à partir de la couche métier, point liste catégorie, vous ajoutez une catégorie, ou bien deux catégories, add, ajouter, catégorie, new, catégorie. Alors pour ajouter une catégorie, on a besoin de spécifier, par exemple, ordinateur, la description. Alors la photo, c'est un tableau de bits, donc en principe, si vous voulez réellement mettre une photo, il faut utiliser buffered image, vous lisez une image, vous la transférez, etc. Donc je vais mettre nul, pas de photo. Le nom de la photo, donc image 1.jpg par exemple. Je vais ajouter une deuxième. Alors ici, donc il y a par exemple la catégorie imprimante. Voilà, donc j'ajoute. Et après, une fois que j'ajoute, je vais à nouveau récupérer la liste des catégories. Alors quand est-ce que maintenant vous considérez que ce test a réussi? Exactement. Alors donc, on va utiliser maintenant assert. À peu près. Alors, assert. Alors la condition, assert, si vous voulez, assert. Bon, il y a une condition. Assert true, on va considérer que c'est correct. Quand est-ce? Quand cat1.size cts1.size égale, mais c'est inférieur, doit être plus 2 égale ts2.size. Alors ça c'est un exemple de test unitaire. De toute façon, si ça marche, ça veut dire que vous ajoutez deux produits, vous les sélectionnez, la différence devrait être 2. Un exemple. Alors vous faites le test. Alors si le test passe, alors après il n'y a pas besoin de regarder si ça passe pas. Alors, quoi? Alors regardez la console également s'il y a des problèmes. Alors la fenêtre console, donc les tables sont bien créées, a priori il n'y a pas de problème. La base de données est générée.
Donc la condition, on l'a mal écrite. Alors, les catégories. En principe, les catégories sont déjà insérées, je crois. Non. Ben, c'est normal, ça ne va pas marcher. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai utilisé la couche métier, mais on n'a pas utilisé une transaction. Parce que vous voyez donc le problème des transactions ici. Donc les méthodes que nous avons créées ne sont pas transactionnelles. Alors, du moment qu'ils ne sont pas transactionnelles, alors pour vous, il n'y a pas d'exception, ça ne marche pas. Alors donc pour que ça marche, il faudrait, dans métier implémentation, il faudrait indiquer que ces méthodes-là sont transactionnelles. Comment? Alors vous devrez ajouter la notation transactionnelle. Alors si vous l'ajoutez, ça veut dire que vous supposez que toutes les méthodes sont transactionnelles. Et ça, c'est très important. Alors vous testez à nouveau, et en principe, ça devrait passer. Alors maintenant, vous allez voir l'insertion en principe. Non. Il n'y a que select. L'erreur. Alors en fait, non, je ne crois pas qu'il y a des catégories insérées. Alors maintenant, il faut regarder de près, c'est quoi le problème? La validation. Alors vous avez l'entité la validation, oui. Group default. Alors, oui, c'est bien ça, oui. Parce qu'on a supposé, vous savez, ça c'est un problème maintenant de validation, effectivement. Parce que nous avons supposé qu'il y a un minimum, il y a 4 caractères dans la description, n'est-ce pas? Alors que nous avons utilisé ici combien? 3. Alors ça ne va pas marcher. Donc, ça serait bien l'occasion de voir que la validation, de toute façon, il fonctionne comme il faut. Si, il y a tout ça, il y a déjà un message, sauf qu'on n'a pas affiché le message. Alors, il y a encore une erreur. Alors, toujours la validation. Alors, on va regarder les validations que nous avons faites. Alors, la classe catégorie. Alors, nous avons min, max. Ouais, min 8. Alors, la description, min 8. Donc, ici, on va mettre 8. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Vous êtes en train de faire une implémentation. Alors, vous voyez donc ici déjà insert. Le test, il a bien réussi, il n'y a pas de problème. Vous regardez. Alors, bien sûr, pour un responsable de projet, il ne va pas exécuter, aller vers la base de données pour voir. Pour lui, il lance les tests unitaires. Et d'ailleurs, dans les tests unitaires, on va les faire d'une manière automatique. À un moment donné, je peux lancer tous les tests unitaires pour voir quels sont les tests qui marchent, quels sont les tests qui ne marchent pas. Donc tout ça, JUnit, il est fait pour automatiser les opérations de test. Alors, catégorie. Voilà. Alors, il y a les données. Alors, si vous exécutez à nouveau, le test, il va également marcher. Même si vous ajoutez 2, de toute façon, pour moi, le test, c'est que il y a la différence, n'est-ce pas? C'est 4 moins 2. Ça marche. Alors, si vous voulez, donc, vous savez le principe, si vous voulez faire le test pour les produits, vous allez ajouter une nouvelle méthode. Vous l'appelez test2 et vous testez par exemple les produits. Et c'est le même principe. Alors justement, on va ajouter juste quelques produits et après on passe à la couche web. Je crois même que la couche web c'est pour la prochaine fois. Alors liste des produits. Alors liste produits.
c'est métier.liste produit. Et après, on va ajouter quelques produits. Métier.ajouter produit. On va ajouter pour la catégorie 1 un produit. Alors la désignation avec une description. Je crois que pour la description, on n'a pas fait de validation pour les produits. On va mettre quelque chose. Selected true. Alors ici la photo c'est un string, donc image 1.jpeg, la quantité 50. Donc je fais pareil pour ajouter un autre produit. On récupère à nouveau la liste. Et après, prods1.size, prods.size plus 2 doit être égal à prods1.2.size. Alors c'est vrai qu'est-ce qu'on a besoin de lire à chaque fois, de faire la configuration. Alors ce qui fait que quand vous avez des traitements en commun, ben justement c'est ce qu'on va faire ici dans Setup. Alors dans Setup, en tant qu'attribut, on va déclarer contexte en tant qu'attribut. Et après, au niveau de Setup, on va l'initialiser. C'est-à-dire contexte égal. Une fois qu'il va initialiser le contexte, après, là, on n'aura plus besoin. J'ai dû supprimer quelque chose en plus. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, si vous faites le test maintenant, la même chose. Ben, il va faire les deux tests. De toute façon, il va faire le premier test, il fait le deuxième test. Et après, de toute façon, pour vous, vous regardez à un moment donné. Donc ici, ça passe. Alors, quels sont les tests qu'il a effectués? Il y a test 1, il y a test 2. Il vous donne également la durée de chaque test. Par exemple, 3 secondes. Vous avez quand même un outil qui vous permet de gérer ces tests unitaires. Il faut l'utiliser. Alors, une fois qu'on fait ça, maintenant, on va passer à la première partie, donc la couche web. Alors, pour la couche web, on va fermer ça. On va dire que la couche métier est faite. Ben, il faut le dire. C'est vrai que la partie la plus importante, c'est ce que vous avez fait. Parce qu'après, la couche web, c'est vrai, ça demande un petit peu quelques connaissances de base. Mais une fois que vous aurez ces maîtrises, votre développement, il va très vite. Mais si vous avez une couche métier qui n'est pas bien faite, vous aurez une application qui va prendre beaucoup de temps. Parce que parfois, ce qui vous arrive, c'est que vous avez envie de faire plus vite. Et du coup, donc, parfois, vous passez plus de temps qu'il en faut. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur. Tout d'abord, pour la gestion des catégories. Alors, créer un contrôleur. Donc, on est toujours dans le package. On va créer une classe qu'on va appeler admin catégorie controller. Alors, on va utiliser un package controllers. Alors, en fait, c'est quoi un contrôleur? Nous avons un contrôleur Spring MVC. C'est une classe qui commence par la notation controller. Alors, on a besoin de faire maintenant appel à la couche métier, mais via quelle interface? C'est ça ce qui est intéressant. L'interface est admin catégorie métier.
Et après, on va utiliser l'injection via la notation hotwire. C'est-à-dire, on va demander à Spring, au moment du démarrage, de chercher un objet qui implémente cette interface et de l'associer. D'accord? Alors, on va ajouter également, on va supposer que toutes les URL, on va utiliser path context, plutôt request param, request mapping. Request mapping. Alors, value égale, par exemple, on va l'appeler admin 4. C'est-à-dire, je suppose que tous les liens pour aller vers la gestion, ils commencent par admin 4. Alors, ça va faciliter le travail par la suite au niveau de Spring Sécurité pour dire tous les URL qui commencent par admin 4 nécessitent d'avoir tel rôle, etc. Donc ça, c'est juste une manière, mais ça peut être utile par la suite. Alors, je vais créer une méthode index. Alors, dans index, je suppose que je vais utiliser la notation request mapping dans la valeur /index. Donc, ça veut dire que pour accéder à cette méthode-là, il fallait écrire /admin4/index. J'ai besoin du modèle. Modèle. Alors, j'ai besoin du modèle return. Je suppose que la vue, on va lui donner un nom dans un premier temps. On va l'appeler catégorie.jsp. Alors, ça veut dire quoi? Ici, jusqu'à présent, vous avez un contrôleur. Il faudrait chercher, créer une vue qui se trouve dans main, web app, views, et vous créez une vue. Alors, on va créer une page JSP qui s'appelle catégorie.jsp. Alors, catégorie.jsp. Bon, après, on peut effacer tout ça. Alors, catégorie.jsp, dans un premier temps, on va mettre juste un simple test. Et on va tester. Alors, c'est bien important donc de faire les tests au fur et à mesure. Donc, c'est juste pour vérifier si votre configuration va dans le bon sens. Alors, pour le moment, si ça devrait marcher. Alors, admin. Déjà, ça, c'est pas bien, hein, parce que normalement, on devrait avoir un message home, oui. Admin 4. Donc, ça veut dire qu'au démarrage, il y a sûrement une exception. Voilà. No such bin definition. Une exception qui est très connue. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand Spring démarre, il va lire le fichier web. Plutôt quand l'application démarre, il lit le fichier web.xml. Vous avez context loader listener, mais qu'est-ce qu'il va lire comme fichier? Ouais, regardez comment il l'a fait. Alors que notre contexte application, c'est pas dans ce fichier-là. On a créé un fichier indépendant. Alors pour le chercher, alors vous allez écrire, il va le chercher dans le class path, étoile, deux points. Le fichier s'appelle application context.xml. Voilà. Alors ça veut dire que maintenant, ce fichier-là qui a été configuré par défaut, on peut le supprimer. Il ne sert à rien parce que notre configuration, le contexte de l'application, c'est dans ce fichier-là. Alors on va redémarrer et on va regarder ce que ça donne. Alors, restart. Alors là, ça prouve maintenant qu'il est en train d'interpréter le
de faire l'injection des dépendances. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, en principe, déjà, votre application, si vous mettez slash tout court, vous allez avoir le fameux le message welcome plutôt Word, et après admin 4 slash index. Vous devrez avoir test. Alors, ça prouve que vous êtes dans la bonne voie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans le contrôleur, alors j'ai besoin d'un formulaire. Alors, pour notamment créer un formulaire, j'ai besoin d'ajouter au modèle un attribut que je vais appeler catégorie, tout court, dans lequel je vais créer une nouvelle catégorie. Ça, c'est pour la saisie. Catégorie. Pour la saisie d'une catégorie. Mais en même temps, j'ai besoin d'afficher toutes les catégories. Modèle.add attribute categories. Où est-ce que je vais les récupérer? C'est dans métier.list catégorie. Et je reviens à la vue. Alors maintenant, je vais passer à la page catégorie.jsp donc pour créer la vue. Alors on aura besoin des tags libres, URI, c'est HTTP. Tout d'abord, c'est GSTL Core. Le préfixe C. Mais également, on aura besoin des tags libres pour les formulaires. Tag lib. Donc, URI. Alors, vous cherchez Spring Form, Tag Form. Alors, on va donner comme préfixe F. Alors après, donc, on va créer directement le formulaire. Alors, on va utiliser quelques divs. Donc, après, on va créer juste une simple feuille de style CSS. Donc, ce div-là, ça représente, c'est le formulaire catégorie. Form 4. Ça, c'est pour le formulaire. F2.form. Alors, pour créer un formulaire, on aura besoin d'un attribut qui s'appelle modèle attribute. Alors, le modèle, comment il s'appelle? Catégorie. Alors, ça représente bien donc cet objet-là. Après, action. Donc, on va faire appel à save, par exemple, save 4. La méthode, c'est post. Mais comme on va faire upload, on va utiliser, parce qu'en fait, une catégorie a une photo, n'est-ce pas? Donc, type. Donc, on va utiliser multipart slash form data. Multipart form data. Parce qu'on va faire un upload, c'est-à-dire on va envoyer une image, une photo. Alors après, on va créer un tableau, table, dans lequel il y aura des TR. Alors chaque TR, il y a des TD. Il y a le label, par exemple ID produit, ID catégorie, par exemple. Alors en fait, parce que on va l'afficher, mais en même temps, on va faire l'édition, parce qu'ici, on va faire l'édition, l'ajout et la suppression. Donc on aura besoin quand même de l'avoir. Donc ID catégorie, vous avez un autre TD dans lequel vous pouvez utiliser F de point. Alors dans un premier temps, vous utilisez par exemple les input, il n'y a pas de problème. Sinon, on va utiliser input, donc ça représente ID catégorie. Après, pour les erreurs, pour afficher les messages d'erreur,
c'est F errors. Alors pour les erreurs, on va afficher les erreurs correspondant à ID catégorie. On va utiliser une classe CSS qu'on va appeler errors. Oui? Exactement. Alors le path doit exactement avoir le nom de l'attribut de la classe catégorie. Parce que ici, donc modèle attribute, c'est catégorie. Catégorie, ça représente une catégorie. Alors donc, ça c'est ce qu'on va essayer de faire. Et après, on va faire des copier-coller pour... Si vous avez déjà la classe error, vous visitez. On va non, ça n'existe pas. On va créer une feuille de style tout à l'heure dans laquelle on va créer une classe errors. Après, on aura besoin du nom catégorie. Nom catégorie. On a besoin de la description. Alors la description, c'est pas input, c'est un texte area. Description. Oui? Comment? J'ai plein de problèmes. Il y en a ceux qui ne parlent pas très fort, il y en a d'autres qui parlent alors. Oui? Texte area, c'est une zone de texte multiligne. La fermeture, ah, yes, slash. Si, vous pouvez mettre slash text area si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est vide, il ne contient rien. Il n'y a pas de problème. C'est le Spring. Oui. Après, on va ajouter la photo. Oui. Salina, dans le projet. Ça va marcher, que ce soit GBoss ou la Tomcat, c'est la même chose. Pas de problème. La description, la photo. Alors pour la photo, donc, vous allez utiliser un simple input. Le type c'est file, name. Alors vous l'appelez photo. Plutôt, on va l'appeler file. C'est un fichier. Alors ici, donc, je ne vais pas mettre des erreurs, parce que ça, c'est en quelque sorte, c'est un champ qui ne correspond pas à un attribut dans la classe catégorie. Après, c'est à nous de régler le problème. Et on va terminer par un bouton Submit. Sincèrement, là, vous dérangez trop. Avec le chuchotement, vous dérangez. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui vous le disent pas, mais ça, c'est un problème. Hein? Parce qu'à votre niveau, mais les choses. C'est quand il y a une question, vous la posez, mais quand vous parlez comme ça, sans raison, mais ça n'a pas de sens. À moins, bon, si vous avez une discussion, vous pouvez j'attends vos questions. Bon. Alors après, on va afficher les catégories. Quel max? File. Mais ça, on va le configurer sur le serveur.
Son validation fonctionne. Oui, oui. Un flash HTML qui- Eh oui, mais on ne va pas faire la validation côté client, on va faire la validation côté serveur. Mais Spring, il est là, il est fait pour ça. On va quand même lui dire que la taille maximale doit être telle. Alors donc ici, nous avons besoin d'un tableau. Alors il y a des TH, il y a ID catégorie, le nom catégorie, il y a la description et la photo. Alors vous allez devoir patienter, mais on est presque arrivé là, mais il faut qu'on termine cette partie-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors pour afficher les autres catégories, qu'est-ce qu'on va faire? For, c'est for each. Items, c'est quoi items? C'est dollar, categories. Je vais parcourir les catégories. J'ai une catégorie 4 et j'ai des TR tout d'abord. Et après j'ai des TD. Et après j'affiche 4.id catégorie. Et je fais la même chose pour les autres. Le nom catégorie. La description. Et la photo. Alors la photo, c'est une autre histoire, on va la laisser pour tout à l'heure. Alors on va vérifier ce que ça donne tout ça. Alors index. Alors déjà donc je vois le formulaire qui est là, donc il n'y a pas de problème, je saisis. Donc j'ai les catégories qui existent déjà dans la base de données. Alors il y a tout d'abord un premier problème à régler, c'est le problème de... alors déjà si vous cliquez, alors forcément vous allez avoir une exception, save cat. Alors l'action, il faut la définir. Save cat. Alors l'action c'est save cat. Alors quand j'enregistre la catégorie save cat, alors en fait j'ai besoin de donner comme paramètre quoi? Une catégorie C. Alors pour gérer les erreurs, les erreurs de validation maintenant, on va utiliser binding result. Binding result. J'aurai besoin du modèle. Mais après, il y a upload, parce qu'en fait, il y a un fichier qui arrive, n'est-ce pas? Alors, on va utiliser multipart file. Alors, multipart file, on va l'appeler file. Alors, en fait, généralement, quand un formulaire contient un fichier, ben, il est stocké là, n'est-ce pas? Alors, sauf que quand vous utilisez multipart file, il y a juste un problème que vous devrez régler également. C'est le suivant. Alors, il y aura alors on a pratiquement fait déjà tout ça. Je crois que je ne suis pas dans la bonne... Je ne suis pas dans le bon fichier. Bien sûr. Voilà. Alors, on a créé les clients, on a fait l'injection. La couche web. Alors, rapidement, ça, on l'a réglé, n'est-ce pas? Le fichier web.xml. Donc, ça, c'est déjà expliqué. Alors, les dépendances. Justement, parce qu'en fait, quand vous utilisez Upload, vous aurez besoin d'utiliser quelques fichiers pour la gestion des dépendances, et notamment ces command file upload, et après command input-output. Alors, on va les utiliser. Alors, ces dépendances-là, vous aurez besoin de les ajouter.
Alors à nouveau, on va faire appel .xml. Alors .xml, le code source. Après Spring. Ça, c'est les dépendances de Apache Upload, enregistré. Ben, il faut être sûr que les dépendances sont bien chargées, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous faites l'upload, il faut justement configurer la taille maximale des fichiers qu'on peut télécharger. Alors c'est ce que vous allez faire. Si dans le fichier servletcontext.xml, vous avez déjà des déclarations ici, alors vous allez ajouter cette déclaration-là. Vous allez créer un bin multipart resolver et dans lequel vous spécifiez une propriété max uploaded size et vous spécifiez en octets. Par exemple ici 100 000. D'accord? Alors en fait, ça c'est un petit détail. Alors cette déclaration, vous allez l'ajouter au niveau de... Oui? Mais comment ça se fait qu'il va uploader uniquement? Il va? Uploader uniquement. Ben justement, c'est au niveau de l'application. Ça, on va le gérer. Alors maintenant, où est-ce qu'on va trouver ce fichier-là? C'est dans Spring Servlet context.xml. Alors, on l'a déjà montré. Et après, ce qui nous intéresse là, c'est de configurer la taille maximale des fichiers téléchargés. Alors, on revient maintenant au contrôleur, comme ça on termine cette... Oui? Contexte? Parce qu'on utilise différents résolveurs sur Spring. Ouais. On doit préciser quel résolveur sera déclaré. C'est le résolveur de quoi? De view? On a utilisé deux résolveurs. Non, ça, le multipart resolver, nous utilisons ici la classe commands multipart resolver. Donc ça, c'est l'implémentation qui va être utilisée pour valider, soi-disant, le... Mais s'ils sont différents, on doit préciser quel combien sera initié. On a utilisé deux résolveurs. Non, non, ça n'a rien à voir. Ada, c'est le résolveur de vue, view resolver. D'accord? C'est-à-dire où se trouvent les vues. Mais ça, c'est multipart resolver. Lui, il intervient quand il y a upload. Spring fait toujours appel à cet objet-là pour vérifier les conditions. Alors, en fait, il n'y a pas que cette propriété-là, max 16, mais vous pouvez trouver d'autres propriétés. Beans, oui. Donc, vous avez d'autres propriétés que vous pouvez configurer. Le format, donc vous avez quelques caractéristiques, mais vous pouvez regarder après. Alors, déjà, il faut... Alors, comment récupérer la catégorie? Alors, je laisse ça, parce qu'on en aura besoin. Alors, tout d'abord, vous allez tester s'il y a des erreurs. Pour tester les erreurs, donc vous utilisez if binding results has errors. Alors, la validation du formulaire. S'il y a des erreurs, ce n'est plus la peine de faire, je retourne directement. On va retourner. Donc, return. Directement la vue. Alors, on retourne les catégories, mais si vous voulez, en même temps quand vous retournez pour afficher les messages d'erreur, si vous voulez afficher par exemple la liste des catégories, vous pouvez l'ajouter. Par exemple, quand je reviens vers la vue, j'ai quand même besoin d'afficher les catégories, mais en même temps, mais ici il n'y a pas de new catégorie, parce que je ne vais pas saisir une nouvelle catégorie, mais il va afficher des messages d'erreur. Ça, c'est la première. Deuxième. Alors, vérifiez si file n'est pas vide. If file is empty. If not. Alors, s'il n'est pas vide, ça veut dire que quand vous avez envoyé le formulaire, vous avez envoyé une photo. Alors, dans ce cas-là, cette photo-là, où est-ce qu'on va la stocker? J'ai déjà une catégorie C qui contient les données.
mais je vais accéder à la photo, cette photo. Je sais que pour moi, la photo, c'est un tableau de 2 bytes. Alors, où est-ce que je vais récupérer donc cette photo-là? C'est file.bytes. Alors, sauf que vous aurez ici un problème des exceptions. Ça veut dire que cette méthode-là, vous allez ajouter throws input output exception ou bien exception tout court. Alors, c'est pas ici. C'est dans la méthode. Voilà. Mais après, la question que vous posez maintenant pour vérifier est-ce que c'est une vraie photo, quelle est la solution que vous allez faire? Ben, vous allez utiliser Buffered. Ça, ce qui peut être intéressant, c'est Alors, Buffered image BI égale à quoi? C'est image input output point, je vais lire l'image à partir de file.getInputStream. Vous voyez donc la photo que vous avez téléchargée maintenant, il devient un objet buffered image. C'est déjà, s'il passe une photo, il va générer une exception. Et s'il génère une exception, donc déjà, il quitte. Déjà. Mais sinon, si vous voulez par exemple redimensionner la photo, vous voulez la retoucher et tout ça, vous avez l'objet buffered image qui vous permet de faire cette opération. Si on ne peut pas accéder au nom de la photo, vous pouvez noter sur l'extension. Extension, ça ne veut rien dire. Extension, ça ne veut rien dire. Les extensions valides. On s'intéresse à 4 extensions. Mais vous avez, regarde. Alors de toute façon, tu as l'objet buffered image, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais les tests que C'est grâce à l'extension qu'on détermine. Après, ça dépend. Alors, sans oublier donc de saisir le nom de la photo, parce qu'en fait, il y a aussi le nom de la photo qui ne fait pas partie du formulaire, mais le nom de la photo, est-ce qu'on va la récupérer? C'est file.get original file name. Donc ici, donc, je récupère la photo, elle est dans la base de données, et après, je vais sauvegarder. Métier.save. Save. Ajouter catégorie. Voilà. Alors on va régler maintenant on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Alors juste, je vais redémarrer le serveur. Voilà. Alors déjà, si vous enregistrez, alors ici donc il y a un problème de validation. Alors quand la contrainte de validation, les entités catégories. Donc en principe, il y a bien validation. Oui. Ben justement, tout ça, a priori, c'est normal, mais en principe, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai catégorisé, alors il me faut juste une annotation valide. Parce que pour indiquer donc, que la validation de la catégorie doit être faite, donc l'annotation valide. Alors en principe, s'il y a problème, il devrait afficher les messages, tout à fait. S'il y a problème, il y a binary result. If binary result has errors, donc je retourne vers catégorie. A priori, il n'y a pas de problème. Bon, on va voir. Est-ce que vous voyez les messages ici?
la taille doit être entre 4 et 20. Est-ce que ces messages-là, donc je les ai même pas créés parce que par défaut, il utilise même la langue du navigateur pour vous donner des messages. Il ne peut pas être vide, la taille doit être entre 8 et... Ce qu'on a utilisé comme axe, d'accord? Alors ici, donc, vous faites la saisie, par exemple, de catégorie Save. Alors, je vais devoir changer de navigateur, d'environnement. Comme ça, je serai plus tranquille. Alors, je reprends. Donc, index. Donc, Save. Alors, je vais saisir donc une catégorie ordinateur. Ordinateur. Après, un fichier. Save. Alors, si l'opération se déroule bien, alors je vois bien l'ordinateur qui a été ajouté. Alors maintenant, il reste juste le problème d'afficher les photos, mais quand même, vous faites la vérification. Voilà, dans la base de données, regardez ce qui se passe au niveau de la base de données. Alors maintenant, le problème de l'affichage de la photo, parce que ça, c'est également un problème que je vais vous montrer avant de partir tranquillement chez vous. Les journées trop longues. Alors, j'ai catégorie. Alors, vous voyez donc pour la dernière catégorie que je viens d'ajouter, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a 4,9 kilooctets. Donc, c'est-à-dire la photo, elle est bien là. Elle est bien enregistrée dans la table. Alors maintenant, pour l'afficher, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au niveau de l'affichage, je ne peux pas afficher ici la photo. Alors, pour l'afficher, donc, on va utiliser IMG, la source. Alors, le problème, qu'est-ce qu'on va mettre la source? Parce que quand j'ai une catégorie c'est du texte. Donc, si je veux la photo, il va falloir la demander au contrôleur. Je veux la photo. Exactement. Alors, je vais exactement une action qu'on va appeler photo. J'ai besoin photo 4, catégorie. Mais si je veux la photo, je dois donner la ID, catégorie, égale à quoi? Je vais lui donner le ID 4, ID catégorie, comme valeur. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie maintenant que dans votre contrôleur, ben, il nous faut une action qui permet, une action spéciale, qui permet de retourner un tableau d'octet. C'est byte. On va l'appeler photo 4. Alors en fait, cette action-là, donc il va utiliser request mapping. C'est quoi la valeur? C'est photo. C'est ça? 4. Et après, et dans mapping, vous avez la notation produces. Plutôt la propriété produces. Alors, qu'est-ce qu'on va produire? Parce que ici, donc, quand je retourne, je ne vais pas retourner du texte. Je dois lui indiquer comme quoi c'est une image JPEG. Donc, je vais utiliser ici MediaType de Spring HTTP point image JPEG value. Et après, il y a une annotation Spring MVC qui s'appelle response body. Ça veut dire que la réponse, ici la réponse, il va être envoyée dans le corps plutôt de la réponse HTTP. Il ne s'agit pas de chercher une vue qui affiche, mais je retourne directement le résultat dans le corps de la réponse. Ben, Illico, donc maintenant, comment on va générer la photo? Voilà, il faut chercher la catégorie déjà. Donc la catégorie, c'est à partir de la couche métier point get catégorie. Alors je sais que ici, donc j'ai besoin de déclarer ID 4. Oui. Donc il va convertir, par exemple, si on a dans la base de données des images en d'autres extensions, il va les convertir en Là, en fait, quand je cherche les catégories, j'ai les informations sur la catégorie, c'est du texte, d'accord? Mais quand j'affiche côté client d'ailleurs, quand vous affichez, si par exemple, si la photo est stockée dans un dossier,
parce que ça c'est la solution qu'on va notamment utiliser dans la partie produit. Donc vous mettez le nom de l'image et après il va la chercher, parce que généralement le navigateur il envoie une autre requête pour récupérer l'image, d'accord? Ici, mais la photo se trouve dans la base de données, et pour la récupérer, il faut utiliser, il y a une classe qui s'appelle input-output-utils, toByteArray. Donc je vais envoyer les données à partir de quoi? À partir d'un stream. Alors ici donc on est obligé d'utiliser new byte input stream buffered byte array input stream, et cette fois-ci donc c'est C, la catégorie C point get photo. Alors ce qui se passe là, c'est que je récupère la photo, c'est un tableau de bytes, et après il va le mettre dans un stream, et après il va l'envoyer à celui qui l'a demandé. Alors ça c'est une méthode qui permet à un contrôleur d'envoyer cette fois-ci une photo. Alors maintenant il reste juste les exceptions. Donc throws. Alors on va préférer utiliser throws, comme ça on va garder un gestionnaire des exceptions par la suite qu'on va créer. Voilà. Alors il reste, voilà, il redémarre. Alors en principe, il doit afficher la dernière, uniquement la dernière. Voilà. Ben, la dernière s'affiche, les autres parce qu'il n'y a pas de photo. Alors bon, ça c'est le problème. Bien sûr, c'est pas encore terminé, mais on va pas rester là jusqu'à l'infini. Alors, on va faire un point à suivre. Donc, la prochaine fois, parce qu'en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste à faire la suppression, l'édition et régler le problème de l'édition, c'est toujours dans la même application. Et la partie sécurité.